Bonsoir tout le monde. Il est 19h. Il est temps de démarrer cette session du conseil municipal. Alors, la dernière fois, on m'a fait remarquer qu'au niveau du son, c'était un peu délicat. Donc, pour les personnes qui sont les plus éloignées, donc M. Veillard, M. Bénard, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si la distance entre le micro, donc, je reste à cette distance-là. Ça va. C'est bon? Ok, très bien. Donc, je vais essayer. Surtout, n'hésitez pas à me reprendre s'il s'avère que je m'éloigne du micro ou que je le rapproche trop. Bien. Donc, sans faire l'appel, je peux constater que le quorum est atteint. Donc, nous allons pouvoir procéder à cette session du conseil municipal. À ce jour, nous avons reçu 3 procurations. Donc, Madame Chantal Guillot étant absente, elle a donné procuration à Madame Priti Ducrot. Vous confirmez? Oui. Très bien. Monsieur Cyril Birner est absent, il a donné procuration à Madame Martine Estamer. Oui. Très bien. Et Madame Isabelle Gobillard, n'étant pas avec nous, a donné procuration à Monsieur Yannick Lorichès. Oui. Parfait. Donc nous avons 3 procurations. Très bien. Alors nous allons commencer par la nomination de la secrétaire de séance. Donc, ok, Rebecca se propose. Donc Madame Rebecca Dumain sera notre secrétaire de séance. Et la première chose que nous allons aborder, c'est le PV, le procès verbal du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous êtes OK pour le valider? C'est bon pour tout le monde? Très bien. Donc, le procès verbal du dernier conseil municipal est validé. Nous allons maintenant pouvoir attaquer les délibérations du jour, concernant notamment, je vais démarrer par l'actualisation et la désignation des délégués au DEG. Alors, comme c'est une élection, normalement, on doit procéder à une élection à bulletin secret. Cela étant, c'est une proposition que je vous fais, l'article L2121-21, modifié par l'ordonnance numéro 21-13-10 du 7 octobre 2021, article 2, autorise le conseil municipal à décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations et aux présentations. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord de remplacer le vote par bulletin secret par un vote à main levée, concernant les élections que l'on doit avoir pour notamment les délégués communautaires au syndicat départemental d'énergie de la Gironde? Est-ce que quelqu'un est contre? Très bien, donc je pars du principe de l'unanimité votée, donc nous voterons à main levée. Très bien, je vous remercie. Ok, donc première délibération 01-06-2026, elle concerne l'actualisation de l'élection des délégués communaux au syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde. Donc nous avions voté une délibération de mémoire en mars 2026, dans laquelle nous avions désigné un titulaire et un suppléant. Il s'avère qu'en fait les conditions de représentation au niveau de ces syndicats départementaux énergie et environnement de la Gironde ont changé, et que donc maintenant il faut procéder à une modification de cette élection, et c'est le propos de cette délibération. Donc je rappelle simplement au conseil municipal que la commune a transféré au syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, le SDEC, les compétences suivantes. C'est important de les avoir à l'esprit. L'éclairage public, la défense extérieure contre l'incendie, l'électricité et le gaz, notamment. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, à l'issue des élections municipales, il est nécessaire de procéder à l'élection de ces représentants au sein des instances du DEG. Alors, considérant la candidature de M. Claude Proust pour représenter la commune au sein du comité syndical, considérant qu'il convient également d'élire 2 représentants au sein de la commission locale de l'énergie de Camarsac du SDEG, le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé, en avoir délibéré, décide de substituer la présente délibération à la délibération du 7 mars 2026, donc ce que je vous disais tout à l'heure, donc il y a eu une délibération, la délibération numéro 7 de 2026, du 20 mars 2026, et donc propose M. Claude Proust en tant que représentant délégué au SDEG, M. Claude Proust et M. Giovanni Bénard en tant que représentants à la commission locale de l'énergie de Camarsac. Voilà la proposition qui est soumise à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions, donc 5 abstentions. Qui vote pour?
Donc nous avons 5 abstentions, 18 pour. Cette délibération est votée à la majorité. Je vous remercie pour cette première délibération. Donc Claude et Giovanni seront les représentants de la Commission locale d'énergie, COSDE. Deuxième délibération. L'objet de la délibération porte sur les modalités d'élection des membres à la Commission de délégation du service public. Donc pour cette délibération, nous n'allons pas voter la désignation des membres, nous allons décider des modalités d'élection de cette commission. Alors, considérant qu'il y a lieu de créer pour la durée du mandat municipal une commission de délégation de service public, que cette commission est présidée par le maire, et comporte 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, élus par le conseil municipal au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Sachant que le conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt des listes conformément à l'article D 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé la chose suivante: de fixer les modalités de dépôt des listes pour l'élection de la commission de délégation de service public de la façon suivante. Les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Les listes pourront être déposées auprès du secrétariat de Monsieur le maire jusqu'à l'ouverture de la séance du prochain conseil municipal, au cours de laquelle sera procédée l'élection. Le prochain conseil municipal aura lieu le 5 juin 2026. J'y reviendrai dans le cadre de l'information. Donc, la proposition qui est faite est de fixer à 3 le nombre de sièges à pourvoir en tant que titulaire et 3 suppléants pour cette commission de délégation du service public. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est une délibération accordée à l'unanimité, validée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, de la même manière, je vais reposer la même question. Nous sommes pour la délibération numéro 3 dans le cadre d'une élection à la commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc, de la même manière que je l'ai dit pour la première délibération, est-ce que vous acceptez, est-ce que le conseil municipal accepte à l'unanimité de procéder, dans le cadre de cette élection, de procéder par main levée plutôt qu'un scrutin à vote à bulletin? Unanimité? Ok. Donc, je considère que pour cette délibération, nous allons voter à main levée. Donc, pour rappel, l'objet de cette délibération, c'est d'élire pour la commission locale d'évaluation des charges transférées un représentant de la commune. Alors, considérant qu'à l'application des des dispositions de l'article 1609 du Code général des impôts, une commission locale d'évaluation des charges transférées doit être créée entre l'établissement public de coopération intercommunale de référence et ses communes membres. Donc, pour essayer de faire un peu de clarté dans cette définition, donc l'idée c'est d'avoir une commission locale des charges transférées qui va travailler au niveau de la communauté des communes et pour laquelle nous aurons représentant pour la commune d'Ivrac. Quand on parle de charges transférées, je vais essayer d'expliquer et n'hésitez pas à me corriger si je manque de précision. Donc quand on parle de charges transférées, c'est à un moment donné, il peut être décidé au niveau de la communauté des communes qu'une compétence qui était une compétence de la mairie soit transférée vers la communauté des communes. Et il est bien entendu évident que si une compétence est transférée, les charges associées sont transférées à la communauté des communes. Et donc cette commission a pour mission de regarder effectivement s'il y a eu des transferts de compétences et quels sont les transferts de charges associés, et notamment les montants associés à ces transferts. Donc c'est quand même un rôle très important, c'est un rôle qui est en lien avec la commission de finances, et c'est quelque chose qui, au niveau de cette commission d'évaluation des charges transférées, c'est quelque chose après qui sera validé par le bureau des maires et après par le conseil communautaire. Donc, considérant que chaque commune, la communauté des communes des Rives de la Laurence, bénéficie d'un représentant de son conseil municipal au sein de la CLECT, c'est le petit nom qui est donné à la commission locale d'évaluation des charges transférées, CLECT, considérant la candidature de M. Pascal Galano, ici présent, pour siéger au sein de la CLECT, considérant l'élection que l'on va faire à main levée, le conseil municipal propose d'élire M. Pascal Galano, qui est
contre cette proposition? Qui s'abstient? 4 abstentions. Qui vote pour? 19 votent pour. Donc, non, il y a 4 abstentions. 4 abstentions. C'est ça. Il y a bien 4 abstentions. Donc, 4 abstentions, 19 votes pour. Donc, cette délibération est validée. Pascal Galano sera notre représentant à la collecte. Alors, délibération numéro 4 pour cette session du conseil municipal porte sur la désignation d'un référent déontologue. Je vous fais grâce des numéros des articles. Je vais simplement résumer la situation concernant le déontologue. L'article L1111-11 du Code général des collectivités territoriales consacre les principes déontologiques applicables aux élus au sein d'une charte de l'élu local, afin de prévoir que tout élu peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect de ces principes. Ce référent doit être désigné par l'organe délibérant, en l'occurrence le conseil municipal, de chaque collectivité ou établissement public local. Alors, l'article numéro 1 de cette délibération, désignation du référent déontologue. À partir du 1er juin 2026, il est proposé de mettre en place un référent déontologue des élus locaux dans les conditions prévues par le décret du 6 décembre 2022 pour les élus de la commune d'Ivrac. Cette fonction de référent déontologue est confiée à M. Nicolas Desforges, qui est le référent déontologue sélectionné dans la liste des référents proposés par l'Association des maires de France. A noter que la commune adhère à l'Association des maires de la Gironde et des maires de France. Donc il est proposé que ce soit M. Nicolas Desforges qui soit le référent pour les élus de la commune. Référent déontologue. L'article 2, présentation des missions du référent déontologue. Le référent élu local assure les missions suivantes. Il apporte tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. Il est à la demande de l'élu qui le saisit, l'interlocuteur de la haute autorité pour la transparence de la vie publique concernant les déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale des élus locaux de la collectivité concernée. Le référent déontologue n'a qu'un rôle de conseil en matière de déontologie. Il aura pour mission d'émettre des avis simples aux questions posées, donc non obligatoires, dans le respect de la réglementation, notamment celle relative à la charte des élus locaux. Concernant les obligations du référent, le référent déontologue pour les élus locaux est tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle, dans les conditions définies par le décret du 6 décembre 2022, ainsi que par les articles 226-13 et 14 du Code pénal. Lorsque le référent déontologue constatera un manquement aux obligations, il en informera l'élu local concerné en faisant toutes les préconisations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Pour cela, le référent déontologue pourra être amené à communiquer des textes et à fournir des analyses écrites avec mention des risques encourus, et ce à la seule attention de l'élu local auteur de la saisie. Article 4. Indépendance et impartialité du référent déontologue. La fonction de référent déontologue des élus locaux est assurée de manière indépendante et impartiale. Dans l'exercice de ses fonctions, le référent déontologue des élus locaux ne peut solliciter ni recevoir d'injonction de l'autorité investie du pouvoir de nomination de son représentant. Il est par ailleurs précisé que cette fonction s'exercera sans préjudice de la responsabilité de l'élu local, qui demeure le seul responsable de ses obligations de déontologie. Modalité d'exercice. La saisine du référent s'effectue par écrit, par courriel, dont l'adresse sera directement communiquée aux conseillers municipaux. La mention confidentielle devra figurer dans l'objet du courriel de saisie. Les réponses devront être traitées dans les délais raisonnables et prendront forme d'avis détaillés remis au seul intéressé auteur de la saisie. La durée de la désignation du déontologue des élus locaux est pour la durée du mandat. Enfin, article 7, à des fins pédagogiques, le référent déontologue des élus locaux transmet à chaque collectivité, lui ayant confié cette fonction, un rapport annuel anonymisé de l'ensemble des saisines et des réponses apportées. Ce rapport annuel est également transmis à l'Association des maires de France.
Bien, voilà, vous avez les principaux articles associés à la nomination de ce référent déontologue. Ce qu'il faut, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque élu est susceptible de pouvoir saisir un référent déontologue pour avoir un avis, un conseil. Ce n'est pas un juriste, ce n'est pas un avocat, mais c'est quelqu'un qui peut apporter des conseils par rapport à des problématiques de conflit d'intérêts ou de patrimoine. Donc, il est proposé au conseil municipal la chose suivante, de désigner M. Nicolas Desforges comme référent déontologue des élus de la commune d'Iron. Donc, Pierre, pardon. Oui, une question. Une question. Le rapport annuel sera rendu public au niveau des élus. Au niveau des élus. Que des élus. Que des élus. Il y a une nécessité à le rendre public ou non? Ou une obligation? Je peux me renseigner. Je n'ai pas la réponse à la question, donc je peux me renseigner. On en débattra au prochain conseil municipal. Donc, d'autres questions ou d'autres commentaires? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Je considère que cette délibération est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, délibération 05-06-2026 qui porte sur l'actualisation des tarifs de la TLPE 2027. Donc je vous fais grâce là aussi du tableau complet de l'ensemble des tarifs possibles. Cela concerne les tarifs publicitaires, notamment au niveau des enseignes, des dispositifs publicitaires de préenseigne et des enseignes. D'accord ? Et donc c'est une taxe qui est au mètre carré, donc qui est fonction de la surface utilisée sur les panneaux publicitaires, notamment, pour faire simple, utilisée par les personnes qui font des publicités sur ces panneaux-là. Donc ça peut être des enseignes, ça peut être des panneaux publicitaires. Alors, il y a une proposition qui est faite, qui prend en compte l'inflation, donc qui est faite par l'État, qui prend en compte l'inflation et qui définit les coûts au mètre carré en fonction de la surface de l'enseigne, du panneau publicitaire, et en fonction du nombre d'habitants du village concerné, ou de la ville concernée. Ce tableau fait partie de la délibération. Je vous fais grâce de l'ensemble des chiffres. Ce que je vous propose, c'est donc en termes de délibération, c'est la chose suivante. Il est possible pour chaque village ou chaque collectivité de réduire le tarif normal à un niveau inférieur à ceux mentionnés dans les tableaux proposés par l'État. Il est possible que les collectivités puissent augmenter ou réduire ces tarifs en conditions cumulatives suivantes. La délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application et sous réserve que l'augmentation du tarif par mètre carré d'un support soit limitée à 5 € par rapport au tarif de base de l'année précédente. Donc ça, c'est des modalités sur lesquelles on peut jouer pour modifier les tarifs au mètre carré de ces enseignes publicitaires. En l'occurrence, il est proposé au conseil municipal de ne pas changer les tarifs par rapport à ce qui était proposé donc, comme tarif de base par l'État. En d'autres termes, pour les enseignes, cela se traduit par une taxe de 19,10 € par mètre carré pour des superficies inférieures à 12 mètres carrés. Une taxe de 38,10 € au mètre carré pour des superficies supérieures à 12 mètres carrés et inférieures à 50 mètres carrés. Et enfin, pour des superficies supérieures à 50 mètres carrés, une taxe de 76,30 € par mètre carré. Ça concerne les enseignes. Pour les dispositifs publicitaires et préenseignes, donc sur des supports non numériques, pour une superficie inférieure à 50 mètres carrés, il est proposé une taxe de 19,10 € par mètre carré. Pour une superficie supérieure à 50 mètres carrés, il est proposé une taxe de 38,10 € par mètre carré. Et enfin, pour les supports publicitaires et préenseignes sur support numérique, pour des superficies inférieures ou égales à 50 mètres carrés, il est proposé une taxe de 57,2 € le mètre carré. Pour des superficies supérieures à 50 mètres carrés, une taxe de 114,3 € au mètre carré. Donc ça, ce sont les tarifs qui sont proposés pour le vote au niveau du conseil municipal, pour la TLPE, pour 2027. À noter que nous avons rajouté la possibilité d'exonérer, en application de l'article L454-66 du CIBS, les ensembles d'anciennes dont la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. Donc en fait,
tout ce qui est petite panneaux publicitaires, je dirais, ou petites enseignes publicitaires, ne sera pas concerné par cette taxe. Et de la même manière, les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosques à journaux sont aussi exonérés. Il est proposé que ça soit exonéré. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? C'est clair pour tout le monde? Donc je propose de passer au vote pour cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, cette délibération est votée à l'unanimité. Je vous remercie. Bien, délibération 06-06-2026 portant sur la tarification des spectacles municipaux à entrée payante. Cela concerne notamment le gala de danse. Donc, je peux laisser la parole à Madame Dumais ou Mme Fayette, mais si vous voulez, je peux continuer si vous êtes... Ok, je vais continuer. Donc, le gala de fin d'année de l'école municipale de danse se déroule dans une salle de spectacle située dans une autre commune, en l'occurrence le Cuvier de Fédot à Artigues, dont la réalisation exige la passation d'un acte conventionnel. C'est en cours. Pour permettre une fluidité de la bonne administration de ces événements, il est proposé au Conseil de fixer les règles applicables à chaque spectacle municipal dont l'accessibilité pour les spectateurs est payante. Donc il faut être très clair, la délibération qui est ici porte sur l'ensemble des spectacles, même s'il est fait référence, en l'occurrence dans la première partie, sur le gala de fin d'année de l'école municipale de danse. L'objectif de cette délibération, c'est de l'appliquer à partir de maintenant, pour les années à venir, pour les galas, toutes les manifestations municipales dans lesquelles on envisage une entrée payante. Ce qui est proposé, donc, en termes d'entrée payante, on commence d'abord par une remise. La remise de 2 places gratuites par élève. Donc il y avait un commentaire qui a été fait de savoir si c'était dans le cadre d'une famille, est-ce qu'il y aurait un changement par rapport à ça? Non, on dit bien que c'est la remise de 2 places gratuites par élève. Si une fratrie existe, s'il y a 3 élèves, ben, il y aura 6 places gratuites. Il est proposé la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, une tarification d'entrée à 10 €, une tarification des programmes à 3 € lorsqu'il y aura des programmes, une tarification du lien du spectacle à 10 €. Et enfin, la délibération porte aussi sur le fait d'autoriser le maire à signer les actes conventionnels permettant la mise à disposition à la location d'une salle pour le gala de danse. Okay. S'il vous plaît. Donc, vu la délibération du 01-08-2025 du 8 décembre 2025, fixant les tarifs des boissons vendues par la régie municipale lors des manifestations municipales, il est proposé au conseil municipal d'approuver le tarif d'entrée à 10 € par personne aux spectacles municipaux à entrée payante, de fixer à 3 € la vente des programmes, de fixer à 10 € la vente des liens vidéo enregistrement des spectacles, de valider la gratuité pour 2 personnes par élève, et de valider la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans, et enfin d'autoriser le maire à signer les actes conventionnels, tout acte découlant permettant de bénéficier de la mise à disposition ou de la location d'une salle de spectacle. Voilà ce qui est proposé dans le cadre de cette délibération. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, donc délibération, votée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant procéder à la délibération 07-06-2026 qui porte sur la fixation de la tarification des amendes administratives pour dépôt sauvage. Notamment. Alors, 2 types de moyens juridiques à caractère répressif existent pour lutter contre les incivilités. La première, c'est la sanction pénale, définie par le code pénal et dans le code de l'environnement. La deuxième porte sur les sanctions administratives prononcées par le maire en vertu de ses pouvoirs de police. Le maire est chargé de réprimer les dépôts sauvages définis juridiquement comme étant un abandon de déchets dans des conditions illégales. Donc, dans le cadre de cette délibération, il est proposé au conseil municipal de fixer les modalités de mise en œuvre ainsi que le montant de l'amende en cas d'identification du responsable d'un dépôt sauvage. Et ce, en application de la loi 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
Donc je vais vous lire quand même, parce que c'est important, et les chiffres sont importants. Donc je vais vous lire ce qui est proposé en termes de grille d'amende concernant ces dépôts sauvages. Alors il y a plusieurs catégories. Première catégorie, situation géographique. Donc il est proposé une amende de 150 € si le dépôt se fait sur la voie publique. Une amende de 150 € si c'est en zone point de déchets, donc proche d'une zone où il y a collecte de déchets. Et en fait de 300 € si c'est en zone agricole ou dans des parcs et jardins. Concernant la catégorie type de dépôt, si les déchets sont éparpillés, il est proposé une amende de 200 €. Si les déchets sont regroupés, une amende de 150 €. Si les déchets sont dans un contenant étanche, sac ou poche, une amende de 100 €. Concernant les types de déchets, si ce sont des produits dégradables, type ordures ménagères ou carton, 150 € d'amende. Si ce sont des meubles encombrants, 200 €. Si ce sont des produits non dégradables, gravats métaux, 250 €. Ce sont des produits chimiques, amiante ou risque d'infection, 500 €. Et c'est dans cette catégorie-là que nous plaçons le protoxyde d'azote. Très important d'avoir ça à l'esprit. Si ce sont des produits dangereux, batteries, carburant, diluants, peinture, etc., 400 €. Et si ce sont des affiches, 150 €. Il existe aussi une catégorie de cas aggravants. Dans le cas où ce sont du matériel électrique ou électronique, là l'amende est portée à 200 €. S'il y a des risques de dégradation du sol ou du sous-sol, 350 €. Transport de déchets avec véhicule. Si le déchet a été transporté par véhicule et que la personne a été prise en flagrant délit, 300 €. Au-delà d'un volume de déchets de 5 mètres cubes, à ce moment-là, c'est 1500 €. S'il y a une prise en flagrance, 200 €. Et si c'est une récidive, 750 €. Alors, je vous ai cité toutes ces amendes et vous avez vu qu'il y a plusieurs catégories. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, le montant total de l'amende se calculera par un cumul du montant lié à chaque catégorie. Donc, pour être clair et pédagogue, admettons que nous ayons quelqu'un qui a laissé sur la voie publique un déchet éparpillé pour des produits chimiques et qu'il a fait ça avec un véhicule, nous aurons une amende de 150 € plus 200 € plus 500 € plus 300 €. Alors, je vous laisse faire le calcul mental, je ne vais pas le faire pour vous, je ne voudrais pas me tromper. Vous voyez que ça peut être largement dissuasif. Et ça va être diffusé, et ça va être quelque chose qui sera informé auprès de la population. Donc, dans le cadre de cette délibération, il est proposé d'instaurer une amende administrative pour toute personne auteur d'un dépôt sauvage. De valider les catégories et les montants susmentionnés, ce que je vous ai cité tout à l'heure. De préciser, comme je viens de le dire, que le montant total de l'amende se calculera par un cumul des montants liés à chaque catégorie. Et que la procédure administrative engagée à l'encontre des contrevenants ne fait pas obstacle à l'application d'une sanction pénale par le tribunal judiciaire. C'est-à-dire que la personne peut être aussi poursuivie pénalement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je vous en prie. Madame Wesson. Juste pour dire que malheureusement nous avons l'expérience depuis un certain nombre d'années des incivilités. Alors, jusqu'à présent, tous ceux qui ont été attrapés n'étaient pas des Irakais, des Irakais. Ça a toujours été classé sans suite. Donc, je pense que vous irez à la réunion en préfecture, vous serez invité, je pense, d'ici pour la rentrée. Rappelez de bien vouloir faire attention parce que toutes les communes, quand on arrive à identifier, c'est classé sans suite et les gens ne paient pas d'amende. Je prendrai un dernier pour quelqu'un qui était de ce nom, qui a déversé tout et qui n'a pas été poursuivi, et pourtant nous avons trouvé la personne. C'est regrettable et vous avez tout à fait raison de continuer. Il faut continuer. Disons qu'on ne peut pas se permettre de ne pas continuer. Complètement. Et ensuite, effectivement, on fait part, certaines des maires des communes avoisinantes nous fait part de cette difficulté. Cela étant, certains arrivent malgré tout à recouvrer une partie de la main. Bon, donc on verra. Il faut toujours y croire. Voilà, on est d'accord là-dessus. Monsieur Léna? Oui, ma question c'était justement avec les communes aux alentours, est-ce que ça s'est homogénéisé sur les communes aux alentours? Oui. Pour qu'il y ait un flux, un appel d'air des communes alentours vers Drac ou inversement? Pour être franc avec vous, je ne dirais pas que les contrevenants potentiels vont lire en détail toutes les amendes de toutes les communes. Et je pense qu'ils vont le faire plutôt en fonction de la facilité qu'ils auront. Mais effectivement, on a fait preuve, en l'occurrence, on a fait preuve d'essayer d'avoir une certaine homogénéité avec pas toutes les communes, mais avec certaines communes. Donc, on va prendre notre question. Y a-t-il d'autres commentaires en question?
Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Très bien, donc délibération validée à l'unanimité. Je vous remercie. Bien, nous en avons terminé avec l'ordre du jour des délibérations. Nous allons maintenant passer aux informations importantes, et je vais me permettre de lire un courrier reçu par le préfet et concernant les élections sénatoriales. L'élection sénatoriale du 27 septembre prochain permettra de renouveler la moitié des 348 sièges de la Haute Assemblée. Le département de la Gironde fait partie des départements métropolitains concernés par ce renouvellement. Les sénateurs seront élus pour 6 ans par un collège de grands électeurs, composé de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux de la section départementale, des conseillers départementaux et des délégués des conseillers municipaux, ou des suppléants de ces délégués. Le décret ministériel 2026-301 du 21 avril 2026 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs fixe la date de convocation des collèges électoraux au dimanche 27 septembre 2026. En d'autres termes, l'élection des sénateurs se fera le 27 septembre 2026. En application de ce texte, les conseils municipaux devront procéder à la désignation des délégués et suppléants appelés à siéger au collège électoral sénatorial le 5 juin 2026, date impérative. En l'occurrence, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est le 5 juin 2026, c'est un vendredi. Donc nous aurons un conseil municipal dédié à l'élection des grands électeurs pour les élections sénatoriales le 5 juin 2026. Les modalités opérationnelles définitives seront confirmées par l'arrêté préfectoral de convocation attendu avant le 27 mai pour la phase relative à l'élection des délégués et des suppléants. Donc nous attendons en principe un courrier de la préfecture qui devra arriver avant le 27 mai. Il fixera les modalités de désignation ainsi que le nombre de délégués et de suppléants par commune. Cela étant, nous avons quand même déjà quelques premiers éléments que je vais partager avec vous. Donc, sauf changement, mais pour le moment le tableau qui est proposé est le suivant, en termes de nombre de délégués et de suppléants par commune, pour une commune ayant 23 conseillers municipaux, le nombre de délégués, de grands électeurs, est de 7. En termes de suppléants, le nombre de suppléants est égal à 3 quand le nombre de délégués est égal ou inférieur à 5, et ce nombre est augmenté de 1 par tranche de 5 délégués supplémentaires. Donc en l'occurrence, nous aurons 4 suppléants. Donc la liste qui sera présentée, les listes qui seront présentées pourront avoir 7 délégués titulaires et 4 suppléants. Pour les communes de 1000 habitants et plus, donc c'est nous, les suppléants sont élus parmi les conseillers municipaux. En l'occurrence, il y a suffisamment de conseillers municipaux pour pouvoir élire les suppléants. Enfin, dernière information à partager avec vous en termes du mode de scrutin. Les communes de plus de 1000 habitants, pour les communes de plus de 1000 habitants, le scrutin proportionnel de liste paritaire avec répartition des sièges la plus forte moyenne. Pas de panachage, ni de modification de liste. Les délégués et les suppléants sont élus simultanément, la parité est exigée. L'ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation. En cas d'annulation de l'élection, il est fait appel au suivant. En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de la liste des suppléants élus. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette information? Je dis bien que c'est une information. C'est clair pour tout le monde? Très bien. Deuxième information qui va nécessiter une action du maire. Elle concerne la désignation des jurés d'assises pour l'année 2027. Conformément aux articles 259 et suivants du Code de procédure pénale, le tirage au sort des membres du jury criminel est effectué par le maire sur la base de un juré pour 1300 habitants. Les maires concernés doivent ainsi procéder publiquement au tirage au sort du nombre de personnes fixées en annexe de l'arrêté du préfet. Donc je vous dirai après le nombre de personnes correspondant.
Les personnes tirées au sort qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans au cours de l'année civile qui suit doivent être écartées de la liste et remplacées automatiquement par une autre personne respectant la condition d'âge. Donc il faut avoir 23 ans minimum. Pour les personnes de 2026, les personnes nées à partir de 2004, au 1er janvier 2004, ne pourront pas faire partie des membres tirés au sort pour être jury d'assises. Conformément à l'article 261-1 du Code de procédure pénale, la liste doit être dressée en 2 originaux, dont l'un est déposé à la mairie et l'autre transmis dans les plus brefs délais au secrétaire des greffes de la juridiction siège de la cour d'assises. Après établissement de la liste, chaque maire transmet aux personnes figurant sur la liste le questionnaire individuel joint à cette circulaire pour que les services compétents, le plus rapidement possible, le tableau de renseignement à communiquer à la cour d'assises. Donc en fait, il y a un formulaire qui va être adressé à chaque personne qui sera tirée au sort, qui devra remplir et qui sera adressé après aux services compétents de la préfecture. Alors, nous concernant, pour la commune d'Ivrac, le tableau indique qu'il y aura potentiellement le tableau, voilà, il est ici. Donc, nous devons avoir une liste préparatoire de 6 personnes tirées au sort dans la liste électorale pour faire partie éventuellement du jury d'assises. Être tiré au sort ne signifie pas qu'on participe automatiquement au jury d'assises. Après, il y a un travail qui est fait par la préfecture pour désigner les personnes qui sont au jury d'assises. Mais à notre niveau, le travail qui est demandé, c'est de tirer au sort 6 personnes. Donc, comme nous sommes en réunion publique, il y a des gens du public, il y a les élus municipaux, je vous propose de faire ce tirage au sort maintenant. Très bien, donc nous allons procéder au tirage au sort. Donc oui, Laurine. Tiens, donc on va faire ça devant tout le monde. Vous ne faites pas électroniquement? Ah, on n'a pas reçu. Ah, ok. Il y a eu un problème. Ok, parce que je me doute parce que c'est plus simple. Alors, j'ai une proposition à vous faire, messieurs les membres du conseil municipal. Donc, l'ensemble des... je ne vais pas regarder. L'ensemble des tickets se présentent sous cette forme-là. Donc, il y a un ticket avec le numéro de vote et le numéro de la liste, le numéro de la personne sur la liste électorale. D'accord ? Donc, soit je procède directement au choix de 6 personnes en tirant 6 tickets pour ça, soit je les mets dans l'urne. Et bon, faire comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a une préférence par rapport à ça? C'est égal. Tirons au sort, et on aura le sort de la personne et tout va bien. Donc, je vais tirer au sort. Donc, je vais donner un numéro et Madame Servienne Canto va donner le nom de la personne. Et on va s'assurer qu'elle a effectivement plus de 23 ans. Et moins de. Je ne sais plus quel âge. Sérieusement, il n'y a pas de commission d'âge. Je n'ai pas vu de commission d'âge dans... Il n'y a pas de plafond. Par ma connaissance, je ne sais pas. Okay. Bien. Alors, la première personne qui est tirée au sort est le numéro 198 du bureau de vote numéro 2. 198. Oui, vous allez peut-être plus vite, parce que vous avez plus l'habitude. Ça va être un peu. C'est comme le loto. Tu vas le gagner après. 198. Non, justement, c'est pas la difficulté, c'est pas la note. Je sais bien aussi, voilà. Je vais le noter. C'est B2, 198. C'est ça. Si vous pouvez vérifier s'il vous plaît le nom et surtout la date. Oui, c'est la date, c'est pour retirer au sort. C'est ça, s'il faut retirer au sort. Et oui, cette année, les élections, les dates, les noms ne correspondent pas au numéro. Parce que les dernières personnes qui sont arrivées en bas de la liste, et donc c'était le 1200, 1400. Et là, vous avez les 2 bureaux? Il a tout mélangé.
Oui, c'est non qui pas que c'est Ah oui, s'il a pu mélanger les œufs du monde, t'as gagné. Ah oui, c'est fait. Là, c'est pas gagné, ça. Vous avez une nef à la confier. Vous avez une nef à Oui. confier. Donc, c'est Il y a des fois où l'intuition S'il vous féminine plaît. Oui, j'ai vu, oui. existe. s'il vous plaît, merci, c'est très bien. Mais la cliente, C'est monsieur Didier Justin Louis Capdeville, né le 25 août 1965. Donc c'est bien 23 ans. Tirage au sort suivant, donc c'est bureau de vote numéro 1 et c'est le 991. 1, 991. 991. C'est le 2 ou le 1? Numéro un. Oui, il m'a compris. C'est le bureau 1. Il est très important ce document, on peut séparer les pages et les distribuer à plusieurs personnes. Ça peut être une idée, effectivement. On va perdre un peu de temps. Oui. 991 au bureau 1. Dans les arabes par deux personnes. On est à Bureau 1. 991 au bureau 1. page 292. Le 1 991. Oui. 91. 991. Oui, c'est un peu. Ah, je l'ai. Alors, Né le 12 septembre 1984. c'est bon. Et c'est monsieur ou madame? Et c'est monsieur. C'est madame Doz Zied. Allez, C'est possible. vous pouvez appeler. Alors c'est D-O-2-S, plus loin Z-I-E-D. Donc c'est bien le 991, Bureau de vote numéro 1. bureau de vote numéro 1, Très bien. et 12 septembre 1984. Zied. Ah, ok. Z, C'est I, E. le nom de Donc c'est le nom de C'est famille. ça. Et D'accord. Vivienne, c'est le prénom. Tirage au sort suivant, bureau de vote numéro 2, numéro 104. 104, bureau de vote numéro 2. C'est ça, c'est un peu. Il a gagné. Il y a des mots. Mais normalement, c'est électronique. Enfin, ouais, c'est plus simple, hein, c'est bizarre.
Bureau de vote numéro 2, qui est le 104. Alors, Boissary-Laurent, 2 mars 1965. ok, on y vote. Bécoury, 2S, A-R-I-E. Et Laurent. Bureau de vote numéro 1, le 1142. Numéro 1. Numéro 1. Alors, 7 août 1971. Alors, Caralou Fabienne Patricia. C-A-2-R-A-L-O-U. Fabienne Patricia. C-A-2-R-A-L-O-U. Très bien. 5e juré. Bureau de vote numéro 2, le 193. Vous avez tout gagné. Voilà, c'est 23. Par contre, de d'élégance par rapport à mon âge. Juste un peu plus de 23. Merci. Comme Olivier, c'est déjà. Bon, ok, donc 5e juré. Non, 6e juré, pardon, 6e juré. Bureau de vote numéro 1, le 563. 563. Il y en a 40 là encore. C'est bon, C'est bon? On voulait jouer plus longtemps. Cela étant, M. Léard, si par hasard la personne a moins de 23 Voilà. vous allez voir, ça va arriver. Liste 1. Oui. 31.
31 05 35. Bon, oui. 1935. 563, est-ce que là Oui, c'est ça. Et là Bon, si on ne l'avait pas imaginé, ça. Je sais que j'ai un peu plus que. Bon, alors, ce que je vous propose, on va faire un 7e au cas, ce que vous disiez, les limites d'âge, donc on va faire un 7e par acquis de la conscience. Dedans, il y avait un Donc on va procéder au 7e au cas où. Donc, bureau de vote numéro 1, le 697. 697. Bureau de vote numéro 1. Je l'ai. C'est monsieur Lilian Orso. Il est né en 2000. C'est bon? C'est bon? Ça passe. Très bien. Ok. Merci pour votre collaboration. Nous avons donc procédé à la deuxième partie de la présentation. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions en lien avec les décisions ou l'action municipale que vous souhaiteriez poser dans le cadre de ce conseil municipal? Oui. Oui, je vous en prie. J'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir des dates des conseils municipaux un peu en avance, qu'on puisse, en cas que... Pas de souci. Donc, le prochain conseil municipal communiqué sera le 5 juin, le suivant sera le 17 juillet, et on vous fera parvenir lors du prochain conseil municipal ce qu'on décidera pour le second semestre. D'accord? Et on essaiera de mettre quelque chose, une règle très simple, genre deuxième lundi du mois ou quelque chose comme ça. D'accord? Ok. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Allez-y, allez-y. Alors, au sujet de l'infographie que vous avez passée sur le site de la mairie, ça serait pour savoir si c'est, si vous pensez-vous possible que vous mettiez nos photos sous nos noms. Alors, très bien, oui, c'est bon, vous anticipez certaines de mes pensées. Je me demande si vous ne lisez pas dans mes pensées. Donc, ce que nous allons vous proposer, c'est que nous fassions une séance photo individuelle de chaque élu et en groupe. Si vous l'acceptez, bien entendu. D'accord? Donc, une photo du conseil municipal avec le maire portant son écharpe, puis une photo individuelle de chacun. C'est permettant comme ça d'alimenter effectivement le site web. Pour être franc avec vous, on avait des photos de vous, mais qui dataient un peu. Donc, bon, c'est pas forcément. Ça peut être là. Pourtant, on n'a pas changé. C'est vous, je confirme. Donc voilà, pas de souci. Donc on fera parvenir des dates. On a un photographe professionnel qui a travaillé dans le cadre de la communauté des communes, qui a fait du bon travail. Donc on va s'attacher à ses services. On vous tient au courant. Ok.
La difficulté, ça va être de trouver une date où les 23 on sera là. On va essayer. Un soir de conseil municipal, peut-être. Oui. Pardon? Un soir de conseil municipal. Oui, oui, oui. Bon, le 5 juillet, je sais que déjà c'est pas possible, mais le 17 juillet, peut-être. C'est moi le 5 juin. Pendant les vacances. Après, c'est les vacances, donc ouais, c'est compliqué de toute façon. Bon, on va faire des propositions, et vous me direz ce qui est possible de faire. C'est bon pour vous? D'autres questions? Très bien. L'ordre du jour étant épuisé, les informations étant partagées, les questions étant posées, je vous propose de clore cette session du conseil municipal et je vous remercie pour votre présence. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.